Fin d'automne, 1981. Italie, la côte nord de la mer Ligurienne. Les pêcheurs disent que la mer se souvient de tout. Chaque cri, chaque prière, chaque secret jamais confié à ses vagues. Mais parfois la mer rend ce qui aurait dû rester enterré dans ses profondeurs pour toujours. Le brouillard s'élevait de l'eau sombre comme le souffle d'un monstre caché dans les profondeurs de la mer ligurienne. Maurizio Baiardi remonta le col de sa veste et scruta la brume grise qui enveloppait son bateau solitaire. 1 heure du matin, l'heure où les gens décents dorment dans leur lit, et les pêcheurs savent que les meilleurs poissons mordent précisément quand le monde est plongé dans le sommeil. Maurizio, 40 ans, pêchait dans ces eaux depuis plus de 20 ans. Il connaissait chaque haut fond, chaque rocher sous-marin, chaque endroit où les poissons se rassemblaient en bancs. La mer était sa maison, son gagne-pain, son seul compagnon pendant ces longues heures où il dérivait seul sous le ciel étoilé. Mais cette nuit, quelque chose n'allait pas. Les poissons ne mordaient pas du tout. Pendant 4 heures, pas une seule touche. C'était étrange, contre nature. La mer semblait figée, tapie, attendant quelque chose. Même les vagues clapotaient plus doucement que d'habitude, comme si elles avaient peur de troubler un silence invisible. Maurizio alluma une cigarette de ses doigts tremblants. Il était un pêcheur expérimenté, mais pour la première fois de sa vie, la mer l'effrayait. Pas par une tempête, pas par de hautes vagues, il n'en avait pas peur. Il était effrayé par ce silence de mort, cette immobilité de l'eau, comme si toute vie marine avait soudainement disparu. « Madonna Santa » murmura-t-il en se signant. « Que se passe-t-il ici ?» En réponse, le brouillard devint plus épais, plus dense. La visibilité se réduisit à quelques mètres. Maurizio alluma sa lampe de poche, et son faisceau jaune perça le voile gris, n'éclairant que des lambeaux de brouillard qui tournoyaient lentement dans l'air comme des danseurs fantomatiques. C'est alors qu'il vit la lumière. D'abord, ce ne fut qu'une faible lueur quelque part à droite du bateau. Maurizio pensa que c'était un autre navire et se préparait déjà à héler un collègue pêcheur. Mais la lumière était étrange, ni blanche ni jaune comme les projecteurs ordinaires, mais rougeâtre, pulsante. Elle s'intensifiait et s'affaiblissait, comme le battement de cœur d'une créature géante. Maurizio se leva dans le bateau, s'accrochant au bord. La mer était calme, mais il sentit que quelque chose avait changé. L'air devint différent, plus dense, électrifié. Les poils de ses bras se dressèrent, et un goût métallique apparut dans sa bouche. La lumière rouge se rapprochait. Maintenant, Maurizio pouvait distinguer sa source, une énorme silhouette sombre glissant au-dessus de l'eau. La taille de l'objet était stupéfiante. Ce n'était pas un bateau, pas un navire. C'était quelque chose de complètement différent. Une forme ovale, surface lisse, reflétant la lumière de la lune, et ce feu rouge pulsant sur le périmètre, comme les yeux d'un monstre marin. « Qu'est-ce que diable ?» commença Maurizio, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. L'objet s'arrêta directement au-dessus de son bateau, planant à quelques mètres au-dessus de l'eau. Il était énorme, pas moins de 30 mètres de diamètre. La surface métallique était couverte d'étranges symboles, qui brillaient faiblement d'une lumière verdâtre. L'air alentour vibrait d'un bourdonnement basse fréquence, que Maurizio sentait non seulement avec ses oreilles, mais avec tout son corps. Soudain, les lumières rouges s'éteignirent. Pour un instant, le silence absolu régna. Même les vagues cessèrent de clapoter contre le flanc du bateau. Maurizio se figea, n'osant respirer, n'osant bouger. Puis, une écoutille s'ouvrit au centre de l'objet. Une lumière blanche brillante en jaillit, si aveuglante que Maurizio plissa les yeux et se couvrit le visage avec ses mains. Quand il rouvrit les yeux, un rayon de lumière descendait de l'écoutille. Dense, presque matérielle, comme une colonne lumineuse. Et dans cette colonne de lumière, Maurizio vit eux. Ils descendaient lentement, planant dans la colonne lumineuse comme des anges de la mort. 3 silhouettes, grandes et élancées, mais clairement non humaines. Même dans la lumière aveuglante, Maurizio pouvait distinguer leurs contours. Membres trop longs, tête trop grande.
mouvement trop fluide, comme s'il nageait dans l'air. La terreur saisit le pêcheur. Il voulait crier, voulait fuir, mais son corps n'obéissait pas. Il ne pouvait que rester debout et regarder ces êtres descendre de plus en plus bas, s'approchant de son minuscule bateau. Le premier être toucha le pont sans poids, comme un fantôme. Dans la lueur de la lampe de poche, Maurizio put enfin le voir clairement. Taille, environ 2 mètres. Le corps était humanoïde, mais les proportions étaient mauvaises. Bras trop longs, atteignant presque les genoux, jambes minces mais musclées, peau sombre, presque noire, avec un éclat métallique, couverte de petites écailles qui chatoyaient dans la lumière. Mais le visage était la chose la plus terrifiante. Ovale, allongé, sans nez au sens humain, juste 2 fentes étroites. La bouche était une ligne mince sans lèvres, mais les yeux étaient énormes, occupant un tiers du visage, noirs, brillants, sans pupilles ni iris. Dans leur profondeur dansaient des étincelles rougeâtres, comme des charbons dans un feu mourant. L'être regardait Maurizio, l'étudiait avec une curiosité froide. Le pêcheur sentit quelque chose pénétrer dans son esprit, tâtonner ses pensées avec des doigts glacés. Il essaya de détourner le regard, mais ne put pas. Ses yeux le tenaient, comme s'ils l'hypnotisaient. 2 autres êtres atterrirent à côté du premier. Ils étaient similaires, mais différaient légèrement par la taille et la teinte de peau. L'un était un peu plus grand, sa peau avait une teinte verdâtre. L'autre était plus trapu, mais plus musclé, avec des taches rousses sur la peau sombre. Ils ne parlaient pas, du moins pas comme parlent les humains, mais Maurizio entendait leur voix dans sa tête, son grave, vibrant, qui se formait en mots dans une langue qu'il ne connaissait pas, mais qu'il comprenait d'une manière ou d'une autre. Spécimen approprié, résistance minimale, transport autorisé. Non, réussit enfin à articuler Maurizio. Non, s'il vous plaît. Sa voix résonna pitoyable et effrayée dans le silence nocturne. Les êtres ne réagirent même pas. Le plus grand leva sa main, longue, avec 3 articulations sur chaque doigt, et un faible rayon bleuâtre jaillit de sa paume. Maurizio sentit son corps s'engourdir, d'abord les jambes, puis le torse, puis les bras. Il ne pouvait plus bouger, ne pouvait plus parler, mais sa conscience restait claire. Il voyait les êtres s'approcher de lui, sentait leur touche, froide, avec un arrière-goût métallique. Ils le soulevèrent du pont du bateau. La colonne lumineuse les enveloppa, et Maurizio sentit qu'ils se détachaient du sol. Non, de l'eau. Il montait vers cet objet énorme et étranger, laissant en bas son bateau, sa vie antérieure, son monde familier. La dernière chose qu'il vit avant que l'écoutille se ferme, c'étaient les lumières rouges autour du périmètre du vaisseau, qui reprirent vie et commencèrent à pulser de plus en plus vite, comme une agonie mortelle. À l'intérieur du vaisseau, c'était spacieux, mais en même temps claustrophobe. Ces plafonds hauts, murs courbés, couverts de la même substance métallique que l'enveloppe extérieure. Tout ici brillait d'une faible lumière verdâtre, émanant comme du matériau même des murs. Maurizio était allongé sur quelque chose qu'on pouvait appeler une table, bien que cela ressemblât davantage à une formation organique, lisse, chaude, légèrement pulsante. L'engourdissement était passé, mais bouger était difficile, comme si le corps était devenu de plomb. Les êtres se tenaient autour de lui, observaient, conversaient dans leur étrange langue. Maurizio essaya de se lever, mais l'un d'eux, celui qui était plus grand que les autres, posa sa main sur sa poitrine. Le contact était froid, mais pas désagréable, plutôt apaisant. « Ne résiste pas », lui parvint. « Nous ne ferons pas de mal. Nous étudions. »« Qui êtes-vous » chuchota Maurizio. « Que voulez-vous » Le grand être se pencha plus près. Ses énormes yeux noirs regardaient directement dans l'âme du pêcheur. « Nous sommes ceux qui observent. Nous étudions votre espèce depuis de nombreux siècles. Vous nous appelez par divers noms. Démons, anges, dieux. Mais nous sommes simplement autres. D'où venez-vous? D'un lieu que tu ne peux comprendre. D'un temps qui n'est pas encore venu et qui est déjà passé. Nous voyageons entre les mondes, entre les dimensions.
Votre planète n'est qu'une parmi beaucoup d'autres dans notre recherche. L'être recula, et les murs autour de Maurizio s'animèrent soudain. Ce qu'il avait pris pour une surface métallique ordinaire se transforma en écran géant. Des images y apparurent, d'abord floues, puis de plus en plus claires. Maurizio vit la Terre depuis l'espace, une perle bleue dans le vide noir. Mais ce n'était pas la Terre qu'il connaissait. Les continents avaient d'autres contours, les océans d'autres couleurs. Et autour de la planète tournaient des dizaines d'objets semblables à celui dans lequel il se trouvait maintenant. Nous observons votre évolution, continua Latry. Parfois, nous intervenons, guidons, corrigeons. Vos légendes des dieux descendus du ciel sont des souvenirs de nos visites. Les images changèrent. Maintenant, Maurizio voyait d'anciennes civilisations. L'Égypte, la Mésopotamie, l'Atlantide. Et partout, parmi les humains, apparaissaient de grandes silhouettes sombres aux grands yeux. « Pourquoi » demanda Maurizio. « Pourquoi faites-vous cela ?»« Parce que nous étions autrefois comme vous. Jeunes, déraisonnables, agressifs. Nous avons failli nous détruire avant de comprendre la vérité. Quelle vérité ?» L'être resta silencieux. Puis il leva sa main, et une image holographique apparut dans l'air. Maurizio vit une planète, belle, verte, couverte d'océans et de continents. Mais ensuite l'image changea. La planète devint grise, morte, couverte de fissures et de cratères. C'est notre monde. Ce qui en reste après que nous ayons appris à diviser l'atome, mais pas appris à contrôler notre avidité et notre haine. Maurizio frissonna. L'image était trop réaliste, trop terrifiante. Nous avons survécu, peu d'entre nous, et nous avons juré de ne pas permettre que cette erreur se répète, ni dans notre monde, ni dans aucun autre. Et vous pensez que nous, que les humains suivent le même chemin? Nous ne pensons pas, nous savons. Vos guerres deviennent de plus en plus destructrices, vos armes de plus en plus meurtrières. Vous avez déjà créé des bombes capables de détruire toute vie sur la planète. Et vous continuez à en créer de plus en plus. Les images changèrent encore. Maintenant, Maurizio voyait des explosions nucléaires, des villes en ruine, des déserts morts, là où autrefois fleurissaient des jardins. Mais il y a encore du temps, continua l'être. Il y a ceux parmi vous qui comprennent le danger. Nous choisissons de telles personnes, leur montrons la vérité, espérant qu'elles pourront influencer les autres. Pourquoi moi? Chuchota Maurizio. Je ne suis qu'un pêcheur. Qui m'écoutera? Précisément pour cela. Parce que tu es un homme simple. Parce que ton cœur est pur d'ambition et de soif de pouvoir. Parce que tu aimes la mer, la nature, la vie. Les gens écouteront plus facilement quelqu'un comme toi que des scientifiques ou des politiciens. Le temps dans le vaisseau s'écoulait différemment. Maurizio ne pouvait dire combien d'heures ou de jours s'étaient écoulés. Les êtres lui montraient de plus en plus de nouvelles images, lui racontaient les secrets de l'univers, d'autres mondes, des civilisations qui s'étaient élevées et avaient chuté bien avant l'apparition de l'humanité. Il vit des planètes couvertes de forêts cristallines où des êtres intelligents étaient composés d'énergie pure. Il vit des cités sous-marines où vivaient des créatures semblables aux dauphins terrestres, mais possédant des technologies supérieures à celles des humains de milliers de fois. Il vit des mondes où l'intelligence était développée dans les plantes et des continents entiers étaient un seul organisme pensant. Mais ce qui le frappa le plus, ce furent les images de mondes morts, planètes où la vie avait autrefois prospéré, mais où maintenant ne régnait que le vide et la destruction. Trop de tels mondes. Trop de civilisations qui n'avaient pu surmonter leur agressivité et leur avidité. « Tu vois ?» demanda le grand être. « C'est le prix de la déraison. C'est ce qui attend toute espèce qui place le pouvoir et la richesse au-dessus de la sagesse et de la compassion. »« Mais comment pouvons-nous changer ?» demanda Maurizio. « Les humains sont ce qu'ils sont. Nous nous battons, nous haïssons, nous nous craignons les uns les autres. »« La peur est la racine de tous les maux, » répondit l'être. « Peu de l'amour, peu de la pauvreté,
peur qu'un autre obtienne plus que toi. Mais la peur peut être surmontée par l'amour, la compréhension, la connaissance. L'être leva sa main, et l'air autour de Maurizio scintilla. Le pêcheur sentit quelque chose pénétrer sa conscience, pas douloureusement, mais doucement, comme une vague chaude. Soudain, il savait. Il comprenait la structure de l'univers, voyait les connexions entre tous les êtres vivants, sentait l'unité de tout ce qui existe. Il ressentait la douleur des forêts mourantes, la souffrance des océans empoisonnés, le cri d'une planète suffocant de pollution. Mais il ressentait aussi l'espoir. Il voyait un futur où les humains avaient appris à vivre en harmonie avec la nature et entre eux. Un futur où les guerres étaient devenues histoire, et la faim et les maladies seulement de lointains souvenirs. C'est possible, dit l'être. Mais, pour cela, les humains doivent changer. Et le changement doit commencer avec des gens comme toi. Que dois-je faire? Chuchota Maurizio, encore étourdi par les visions. Raconter. Dire aux gens ce que tu as vu. Certains ne croiront pas, beaucoup riront, mais il y en aura qui entendront. Et à travers eux, le message se répandra plus loin. Et si les humains ne changent pas? L'être resta silencieux. Puis il montra une dernière image. La Terre, morte et sans vie, dérivant dans le vide cosmique. Alors nous trouverons une autre planète, une autre espèce, et nous espérons qu'ils se révéleront plus sages. Quand Maurizio reprit conscience, il était allongé dans son bateau. Au-dessus de lui brillaient les étoiles, et une légère brise portait l'odeur du sel et des algues. La mer clapotait doucement contre le flanc, et tout semblait ordinaire, familier. Le pêcheur se leva, ressentant des vertiges. Avait-il tout rêvé? N'était-ce qu'un cauchemar? Mais alors il remarqua que ses cannes à pêche étaient enroulées et soigneusement rangées. Ses filets étaient aussi rassemblés, et dans la cale du bateau gisait du poisson, beaucoup de poissons. Bien qu'il se souvînt clairement qu'avant la rencontre avec l'OVNI, il n'avait rien attrapé. Et encore autre chose, sur son poignet, là où le grand être l'avait touché, restait une trace à peine visible. 3 lignes fines formant un triangle. Elles ne faisaient pas mal, ne démangeaient pas, mais elles étaient là. Un rappel que ce qui s'était passé était réalité. Maurizio regarda sa montre. 4 heures du matin. Donc seulement 3 heures s'étaient écoulées depuis qu'il avait vu la lumière rouge. Mais il lui semblait qu'il avait passé une éternité sur le vaisseau des extraterrestres. Il démarra le moteur et se dirigea vers la côte. Sur le chemin du retour, il regardait constamment vers le ciel, mais ne vit plus rien d'inhabituel. Seulement les étoiles, lointaines et indifférentes. À la maison, l'attendait sa femme Angela. Elle l'accueillit à la porte, inquiète de son retour tardif. « Maurizio, que s'est-il passé? Tu as l'air terrible. » Le pêcheur se regarda dans le miroir de l'entrée. Oui, il avait vraiment mauvaise mine. Le visage était pâle, les yeux rouges, les mains tremblaient. Commença-t-il, puis s'arrêta. Comment raconter à sa femme ce qui lui était arrivé? Comment expliquer ce qu'il ne comprenait pas entièrement lui-même? Juste une nuit difficile, dit-il finalement. Il y a eu une tempête. Angela regarda par la fenêtre la mer calme et fronça les sourcils, mais ne dit rien. Maurizio passa les jours suivants dans la confusion. Les souvenirs de la rencontre avec les extraterrestres étaient si vifs, si réels, qu'il ne pouvait croire que c'était un rêve. Mais en même temps, tout ce qui s'était passé semblait impossible. Il essaya de pêcher, mais ne pouvait se concentrer. La mer, qui avait été autrefois sa maison, semblait maintenant étrangère, pleine de secrets et de dangers. Chaque fois qu'il voyait un avion ou un nuage inhabituel dans le ciel, il se figeait,
s'attendant à voir des lumières rouges. La connaissance que les êtres avaient mise en lui s'estompait graduellement, comme un rêve, mais les images principales restaient. Il voyait encore des planètes mortes, sentait encore la connexion de tous les êtres vivants, comprenait encore quel danger menaçait l'humanité. Une semaine passa avant que Maurizio se décide à raconter son expérience à quelqu'un. Il choisit le père Antonio, le prêtre local, avec qui il était ami depuis l'enfance. Ils étaient assis dans la petite église San Lorenzo, et Maurizio racontait lentement, cherchant ses mots avec difficulté, son histoire. Le prêtre écoutait en silence, hochant parfois la tête, se signant parfois. « Maurizio, dit-il quand le pêcheur eut fini, comprends-tu comment cela sonne ? » « Je comprends, père. »« Mais c'est vrai. Je jure devant Dieu, c'est vrai. » Le prêtre resta longtemps silencieux, réfléchissant. « Même si c'est vrai, dit-il finalement, que vas-tu faire? À qui d'autre vas-tu le raconter? Je ne sais pas. Ils ont dit que je devais raconter aux gens, les avertir. Avertir de quoi? Que des extraterrestres vont descendre du ciel? Maurizio, les gens vont te prendre pour fou. Pas des extraterrestres, secoua la tête le pêcheur. De ce que nous faisons à la planète, des guerres, de la pollution, des armes nucléaires. Ils m'ont montré où cela mène. Le prêtre réfléchit. Beaucoup de gens parlent de cela. Des scientifiques, des écologistes, des pacifistes. Tu n'as pas besoin d'extraterrestres pour comprendre que le monde est en danger. Mais les gens ne les écoutent pas. Peut-être que s'ils apprennent que l'avertissement vient de là, Maurizio pointa vers le plafond de l'église, où ils penseront que tu as perdu la raison. Ces mots se révélèrent prophétiques. Quand Maurizio commença à raconter son histoire à d'autres. Amis, voisins, connaissances de passage, la réaction était prévisible. Certains riaient, d'autres secouaient la tête, d'autres encore partaient simplement. Le pire fut à la maison. Angela, apprenant les histoires de son mari, entra dans une rage folle. « Tu vas déshonorer toute la famille » criait-elle. Les gens commencent déjà à chuchoter dans notre dos. Les enfants des voisins taquinent les nôtres. Arrête ces sottises. Mais Maurizio ne pouvait s'arrêter. Les visions que les êtres lui avaient montrées le hantaient. Il les voyait chaque nuit en rêve. Planète morte, ville détruite, dernier survivant errant dans un désert qui avait été autrefois un jardin florissant. Un mois passa. Maurizio cessa presque d'aller en mer. Trop de souvenirs, trop de questions sans réponse. Il travaillait au port, réparant des filets pour d'autres pêcheurs, et chaque jour il sentait sur lui des regards curieux et moqueurs. Maurizio le fou, Maurizio l'astronaute, c'est ainsi qu'il l'appelait maintenant dans son dos. Certains le disaient avec pitié, d'autres avec méchanceté, mais tous le considéraient comme malade. Le seul qui l'écoutait était un jeune journaliste du journal local, Giovanni Rossi. Il était venu écrire un article sur « Le pêcheur fou qui avait vu un ovni », mais s'intéressa progressivement. « Maurizio, dit-il, après une autre longue conversation, même si ton histoire est vraie, les gens ne sont pas prêts à l'accepter. Peut-être devrais-tu attendre, chercher des preuves ?»« Quelles preuves ?» rit amèrement le pêcheur. « Je n'ai que ceci. » Il montra les traces à peine visibles sur son poignet. Giovanni fronça les sourcils. Cela pourrait être n'importe quoi, une égratignure, une tache de naissance. Cela n'était pas là avant. « Es-tu sûr ?» Maurizio voulut répondre, mais se tut soudain. Était-il sûr? La mémoire est une chose si étrange. Peut-être ces traces avaient-elles toujours été là. Il n'y avait simplement pas fait attention. Les doutes commencèrent à le ronger de l'intérieur. Peut-être était-il vraiment devenu fou. Peut-être tout cela avait-il été une hallucination causée par la fatigue, le stress, trop de solitude en mer. Mais alors quelque chose arriva,
qui dissipa tous les doutes. Cela se passa un soir de décembre. Maurizio était assis à la maison essayant de lire le journal, quand il ressentit soudain une étrange inquiétude. Quelque chose le poussa à se lever et à sortir. La nuit était claire, étoilée. Maurizio leva la tête vers le ciel et se figea. Là, au-dessus de la mer, se déplaçait lentement un énorme objet sombre. Il ne brillait pas, mais était clairement visible contre les étoiles. Une énorme ombre ovale couvrant les constellations. Et des lumières rouges clignotaient faiblement sur son périmètre. Maurizio n'était pas seul. Les voisins sortirent dans la rue, attirés par l'étrange bourdonnement que l'objet émettait. Tous regardaient vers le haut, pointaient du doigt, parlaient d'une voix excitée. Qu'est-ce que c'est? Un avion? Trop grand pour un avion, et trop lent. L'objet plana au-dessus du port pendant plusieurs minutes, puis tourna lentement et disparut à l'horizon. Les lumières rouges s'éteignirent en dernier, comme un signe d'adieu. Le lendemain, tout le village ne parlait que de cela. Quelqu'un pensait que c'était un avion militaire secret, quelqu'un d'autre, un ballon météorologique. Mais Maurizio connaissait la vérité. Ils étaient revenus. Et cette fois, ce n'était pas seulement lui qui les avait vus. Une semaine après l'observation d'OVNI de masse, Giovanni Rossi vint inopinément chez Maurizio. Le journaliste était excité et tenait un épais dossier de documents. « Maurizio, tu dois voir ceci, » dit-il en s'asseyant à la table. « J'ai mené une enquête. Ce qui s'est passé il y a une semaine n'a pas été vu seulement dans votre village. » Il étala sur la table des coupures de journaux, des photos, des lettres. Des objets similaires ont été observés à Gênes, à Turin, même en France. Et ce n'est pas la première fois. De tels cas se produisent dans toute l'Italie depuis plusieurs années. Regarde ici. Maurizio parcourut les titres. Lumières étranges au-dessus de Milan. OVNI effraie les habitants de Naples. La police enquête sur des rapports de soucoupes volantes. Et aussi, continua Giovanni, j'ai contacté un chercheur d'OVNI de Rome, Roberto Pinotti. Il collecte de tels cas depuis de nombreuses années. Selon ces données, l'Italie connaît une véritable vague de contacts. Contacts ? Des gens prétendent avoir été enlevés par des extraterrestres. Pêcheurs, fermiers, gens ordinaires. Et leurs histoires, Maurizio, elles sont très similaires à la tienne. Le pêcheur prit l'un des dossiers et commença à lire. Ses mains tremblaient. Dans les rapports, il reconnaissait des détails familiers. Grands êtres aux grands yeux, images holographiques, avertissements sur la menace nucléaire. Tu vois, dit Giovanni, tu n'es pas fou, et tu n'es pas seul. Cette nuit-là, Maurizio ne put s'endormir longtemps. Il était allongé dans son lit, réfléchissant à ce qu'il avait lu. Donc les êtres ne contactaient pas seulement lui. Donc leur mission était plus sérieuse qu'il ne l'avait pensé. Vers minuit, il ressentit la même inquiétude qu'une semaine auparavant. Une force intérieure le poussa à se lever et à quitter la maison. La mer était calme, le ciel clair. Maurizio marcha le long du rivage, ne comprenant pas ce qui le guidait. Il atteignit la petite baie où il gardait habituellement son bateau. Et s'arrêta. Directement au-dessus de l'eau planait l'objet. Le même vaisseau ovale, les mêmes lumières rouges sur le périmètre. Mais cette fois, il était plus proche, beaucoup plus proche. Maurizio pouvait distinguer les détails de la coque, les symboles sur la surface. L'écoutille s'ouvrit et la lumière blanche remplit la baie. Mais cette fois, Maurizio n'eut pas peur. Il ressentit une invitation, un appel. Il entra dans l'eau et nagea vers la colonne de lumière. La lumière chaude l'enveloppa, le souleva, le porta à l'intérieur du vaisseau. Il l'attendait. Le grand être l'accueillit comme un vieil ami. Sa voix mentale sonnait plus chaleureusement que la première fois. « Tu es revenu. »« Je ne pouvais pas ne pas revenir, » répondit Maurizio. « Après ce que j'ai appris. Tu as douté? Oui. Les gens ne croient pas. Ils pensent que je suis fou. C'est naturel. L'esprit humain se protège de l'information qui détruit l'image habituelle du monde. Mais les graines ont déjà été semées.
L'être le conduisit vers l'écran mur. Des images de personnes y apparurent, hommes et femmes d'âge et de nationalités différents. Regarde, ils ont entendu. Quelqu'un a lu un article sur toi dans le journal. Quelqu'un a entendu ton histoire d'un ami. Quelqu'un a simplement senti que le temps était venu. Maurizio vit des manifestations contre les armes nucléaires, des mouvements écologiques, des gens plantant des arbres et nettoyant des rivières. Les changements commencent lentement, continua l'être. Une personne raconte à une autre, celle-ci à une troisième. Et graduellement l'idée se répand, comme des cercles sur l'eau. Mais ce n'est pas assez, s'exclama Maurizio. Le monde est encore au bord de l'abîme. Les guerres continuent. Les armes se perfectionnent. Patience. L'évolution de la conscience a son propre rythme. Nous observons votre espèce depuis des milliers d'années. Nous avons vu comment vous vous êtes lentement élevé de l'état animal à l'intelligence. L'étape suivante est de l'intelligence à la sagesse. Et si nous n'arrivons pas à temps? L'être resta silencieux. Alors votre planète rejoindra ces mondes morts que nous t'avons montrés. Mais nous croyons que cela n'arrivera pas. Il y a quelque chose de spécial chez les humains. Une capacité de compassion que nous rencontrons rarement dans l'univers. L'écran montra de nouvelles images. Des gens qui risquaient leur vie pour sauver des étrangers. Des médecins soignant les pauvres. Des enseignants travaillant dans les bidonvilles. Tu vois, il y a de l'espoir. Mais le temps est limité. Vos technologies se développent plus vite que la sagesse. Bientôt, viendra le point critique. Que puis-je faire? Je ne suis qu'un homme, et un que tous considèrent comme fou. Continue à raconter. Certains de ceux qui t'entendront raconteront à d'autres, et parmi eux, il y aura des gens influents, scientifiques, politiciens, écrivains. Ton rôle est d'être le premier maillon de la chaîne. L'être s'approcha et toucha de nouveau son front. Cette fois, le flux d'informations était différent. Pas des visions des mondes lointains, mais la connaissance de la Terre, de son histoire, de la façon dont tous les êtres vivants sont connectés. Nous te donnons un don, dit l'être, la capacité de voir les connexions, de comprendre les conséquences, de sentir la douleur de la planète. Utilise-les sagement. Quand Maurizio se réveilla sur le rivage, le soleil se levait déjà à l'horizon. Mais cette fois, quelque chose était différent. Il voyait le monde autrement. Chaque arbre, chaque oiseau, chaque vague. Tout était connecté par des fils invisibles. Il sentait les pouls de la planète, entendait sa respiration, et il sentait sa douleur. Douleur des rivières empoisonnées, des forêts coupées, de l'air pollué. Mais il sentait aussi l'espoir. Dans chaque enfant qui regardait avec émerveillement un papillon, dans chaque personne qui s'arrêtait pour aider quelqu'un qui était tombé, dans chaque acte de bonté et de compassion. Maurizio rentra chez lui et découvrit que Giovanni Rossi l'attendait avec un groupe de personnes. Parmi eux, il y avait des journalistes, des scientifiques, même un représentant des autorités locales. Maurizio, dit Giovanni, ton histoire a atteint Rome. Ces gens veulent t'entendre. Et Maurizio raconta. Il parla toute la journée, répondit aux questions, montra les traces sur son poignet, qui était devenue plus brillante après la deuxième rencontre. Certains auditeurs partirent en secouant la tête, mais d'autres restèrent. Et parmi eux était le professeur Carlo Ronchi, un physicien célèbre de l'Université de Rome. « Votre histoire est incroyable, dit-il. Mais certains détails. Vous décrivez des technologies qu'un simple pêcheur ne peut connaître. Et vos avertissements sur la catastrophe écologique, nous, scientifiques, commençons seulement à comprendre l'ampleur du problème. Je raconte ce que j'ai vu, répondit simplement Maurizio. Si même une partie de ceci est vraie, continua le professeur,
Alors l'humanité doit le savoir. 40 ans ont passé depuis cette nuit où Maurizio Bayardi rencontra pour la première fois des extraterrestres. Le monde a changé, mais pas aussi rapidement qu'on l'aurait souhaité. La menace nucléaire a reculé avec la fin de la guerre froide, mais de nouveaux dangers sont apparus, changement climatique, pollution des océans, extinction des espèces. L'humanité se tenait au bord d'une catastrophe écologique, mais la conscience des gens a aussi changé. Les mouvements écologiques ont pris de la force, l'énergie alternative a commencé à déplacer les combustibles fossiles. Les organisations internationales ont travaillé à la protection de l'environnement. Maurizio devint célèbre. On écrivit des livres sur lui, on tourna des films, on l'appelait le prophète de la mer, le premier contacté. Certains le croyaient, certains le considéraient comme un charlatan. Mais son nom était connu dans le monde entier. Il continua à vivre dans son village, continua à pêcher. Mais maintenant, il n'était pas seul. Des gens venaient à lui du monde entier. Scientifiques, journalistes, simples curieux. Il leur racontait son histoire, transmettait l'avertissement qu'il avait reçu des étoiles. Et parfois, par des nuits claires, il sortait sur le rivage et regardait le ciel, en attendant. Les lumières rouges n'apparaissaient plus, mais Maurizio savait qu'ils observaient, attendaient, espéraient. Le temps est limité. Entendait-il parfois la voix mentale familière? Mais il y a de l'espoir. Les graines ont été semées. Maintenant, tout dépend de la façon dont vous les nourrirez. À 80 ans, Maurizio sortait encore en mer. Ses mains tremblaient, ses yeux voyaient moins bien, mais son esprit restait fort. Il savait que sa mission était presque accomplie. Le message était transmis, l'avertissement donné. L'avenir de l'humanité dépendait maintenant de l'humanité elle-même. Et dans les profondeurs de l'espace, à bord de vaisseaux invisibles au radar terrestre, de grands êtres aux grands yeux continuaient d'observer et d'attendre. Attendre que l'humanité fasse son choix. Entre la sagesse et la folie, entre la vie et la mort, entre les étoiles et l'abîme. Merci de nous avoir écoutés. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les nouvelles. Écrivez dans les commentaires si vous croyez aux ovnis. Peut-être avez-vous vous-même vu quelque chose d'inexplicable.